Salut amatrices et amateurs d'horreur et de tension. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Ça y est, nous y sommes. Enfin, le premier épisode de cette série tant attendue. Maintenant, je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Mettez-vous dans le noir. Mettez des écouteurs ou un casque audio. Et profitez de ce premier épisode d'Ave Judas. Mon voyage depuis l'aéroport de Paris me parut long, presque interminable. Quasiment 8 heures de vol. 8 heures à entendre des gamins hurler et à courir à travers l'allée. Et ce, tout le long, devant des parents laxistes. Je voulais me détendre, profiter de mon voyage en avion afin de me reposer. Mais non, impossible. Ce voyage aux États-Unis commençait mal. Décidément, je hais les gosses. Le pire dans tout ça, et je m'y attendais un tout petit peu, je ne pouvais pas fumer pendant 8 heures. Le manque de nicotine, plus les cris des morveux pendant 8 heures, me mettaient particulièrement à cran. Mais, heureusement, à travers le hublot de mon siège, je vis des centaines de lueurs qui perçaient l'obscurité de la pénombre. Au même moment, l'interphone se fit entendre. Une voix féminine, assez joviale, annonça l'approche de la destination, c'est-à-dire New York. J'étais soulagé à l'annonce de l'hôtesse. Enfin, je vais pouvoir sortir de cette boîte de conserve volant pour fumer et manger un morceau sur le plancher des vaches. C'est décidé. À la sortie de l'aéroport, je me dirigerai vers le premier fast-food venu, pensais-je. Il faut dire que j'avais faim et je n'avais rien mangé depuis ce matin. Enfin, je pourrais pas vous dire. Peut-être hier, je ne sais pas. À cause du décalage horaire. Enfin, toujours est-il que j'ai la dalle. Un bon quart d'heure après, mon avion se posa sur le tarmac de l'aéroport. Je descendis assez rapidement et attendis mes effets personnels sur le tapis roulant. 10 minutes plus tard, j'étais soulagé d'être enfin arrivé. Je profita de cette occasion d'être dehors pour m'en griller une. Il me fallut pas longtemps pour griller ma clope jusqu'au filtre, tellement j'étais en manque. Maintenant, il fallait que je trouve un endroit pour manger un morceau, avant d'aller à mon hôtel. Le premier endroit qui s'offrit à moi était un McDonald's. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais, dis-je en voyant le bâtiment qui se trouvait à 200 mètres de ma position. Je m'y rendis et commanda quelque chose, histoire de bien me remplir l'estomac. Le service fut rapide. J'y resta pendant au moins une demi-heure avant de ressortir. Après avoir pris un taxi qui m'emmena jusqu'à mon hôtel, qui était situé de l'autre côté de la ville, j'arriva devant ce dernier vers 22h30. Je pris la clé à la réception, qui était très accueillante. Puis, je me dirigea vers ma chambre, qui se trouvait au 4e étage. J'avais hâte de me coucher. En plus, il fallait que je me lève aux aurores pour aller chercher ma Harley à l'entreprise de location. Avant de dormir, je prévenus mes parents par Messenger de mon arrivée à New York. Aussitôt l'appel terminé, je m'écroula comme une masse sur le lit, tellement j'étais épuisé. Le réveil fut difficile. Je ne sais pas si c'est dû à l'excitation de mon voyage, mais je me réveillais quasiment toutes les heures. Le réveil sonna au moment où j'avais enfin réussi à bien dormir. Je me leva difficilement pour prendre ma douche et rassembler mes affaires, avant de descendre pour prendre un bon petit-déj. J'avais faim. Heureusement, il y avait un buffet à volonté.
Je pris une pleine assiette de viennoiserie avec un grand café et un jus d'orange. Je devais manger copieusement, car la route allait être longue, avant ma première étape, qui était Chicago, le point de départ de ma virée sur la route 66. Après avoir dévoré mon petit-déj, je pris mes affaires et régla ma note à la réception avant de partir. Avant de prendre un taxi, je fuma ma première cigarette de la journée. De toute évidence, j'avais largement le temps avant d'aller chercher ma Harley. Il fallait que je la prenne pour 10 heures. Du coup, j'avais 1 heure devant moi. Je jeta ma cigarette consumée et je fis signe à un taxi. 3/4 d'heure plus tard, de rue, en embouteillage, sur les axes principaux de la ville, j'arriva in extremis au lieu du rendez-vous pour ma bécane. Quelques minutes plus tard, à galérer pour remplir la paperasse, je mis mon bagage à l'arrière de la bécane et je me mis en route. À cause de la fête nationale, j'eus un mal fou à quitter la ville. Se faire transporter dans un taxi, ça passe à l'aise, mais conduire dans une ville comme New York est franchement tout autre. Entre les embouteillages sur les axes principaux, les rues coupées à cause des travaux ou d'accidents, je peux vous dire que ce début de road trip ne commençait pas comme prévu. Mais ça, c'était rien. La suite allait être pire. Non, c'est pas le terme exact. Je devrais plutôt dire un enfer. Et j'étais loin d'imaginer de ce que j'allais vivre et endurer. Plus j'avançais à moto sur la route, plus je m'éloignais de la civilisation et de la technologie que la ville de New York m'offrait. Et je dois vous faire une confidence. À ce moment précis, j'étais loin d'imaginer que je la verrais pas avant très longtemps. Je traversais la banlieue de la ville non sans mal. En effet, j'essayais avant tout d'éviter les quartiers malfamés. Cela faisait maintenant 3 heures que je roulais sur les routes de campagne américaines. Par moments, je me croyais revenu en France, car le paysage n'était franchement pas différent. Mais la ligne centrale de couleur jaune, les maisons atypiques et les véhicules me faisaient revenir à la réalité. J'étais réellement sur l'une des routes de l'État de Pennsylvanie. Je n'avais pas encore fait le quart du chemin, que j'en avais déjà marre. Je regarda ma montre pour voir l'heure. Quand je vis l'horaire bien avancé, je décida de m'arrêter sur le bas-côté. Par chance, je vis une vieille station essence sur ma route. De toute façon, il fallait que je fasse le plein du réservoir. L'endroit me semblait désert. Personne ne vint à ma rencontre, et aucune voiture attendant du carburant. Seule la porte du garage qui juxtaposait la station-service était ouverte. J'entendis des petits bruits métalliques à l'intérieur. Je m'y rendis, car je ne savais absolument pas comment ouvrir le réservoir de ma bécane. Une fois à l'intérieur, je vis des jambes sous le bas de caisse avant d'une Chevrolet et dont le capot était ouverte. « Excusez-moi » dis-je d'une voix forte, afin que le garagiste m'entende. Voyant aucune réaction de sa part, je m'y repris une seconde fois. Cette fois-ci, le garagiste eut la réaction escomptée. Il sursauta la deuxième tentative. Ce dernier s'extraya de dessous de la bagnole. Visiblement, il devait être agacé d'être dérangé, dû à son visage crasseux et son mécontentement. Le garagiste ne prononça aucun mot, se contentant juste de me flinguer du regard. Je parla le premier. « Do you speak French ?» demandai-je au garagiste. Le garagiste ne disant rien, se contentant juste de faire signe de la main en voulant dire un petit peu. Je l'expliqua mon cas pendant quelques minutes. Visiblement, il ne comprenait pas du tout, mais à force de persévérance, il réussit à piger ce que je lui demandais. Le garagiste sortit pour aller à la pompe à essence et me remplit le réservoir. À la vue nonchalante du gars, je voyais bien que je l'emmerdais. Je profita pour me rendre à la boutique de la station, pour régler la note du carburant et ainsi
m'acheter des trucs à manger, car je commençais vraiment à avoir la dalle. Quand je ressortis, le garagiste me balança les clés de ma bécane au sol et repartit. Pendant qu'il repartait à son garage, j'en profita pour lui dire sur un ton sarcastique: « C'était un vrai plaisir d'avoir fait affaire avec vous. » Je mis la nourriture dans mon sac et je me remis en route. La nuit commençait à tomber et je n'étais pas encore arrivé à destination. Il me restait encore 350 km à parcourir avant d'atteindre Chicago. De par la route, j'étais mort de fatigue. Je décida donc de m'arrêter à un motel. Je pris une chambre pour la nuit. Une fois de plus, je mis du temps à expliquer à l'accueil que je voulais juste une chambre pour une nuit. Décidément, je galérais à m'exprimer avec mon anglais assez médiocre. Et tout comme le garagiste, je me confrontais avec une tenancière qui faisait preuve de je m'en foutisme. Décidément, ce road trip allait être rock'n'roll. Je finis malgré tout à obtenir une clé. Je me dirigea vers ma chambre. Quand j'ouvris la porte, je vous laisse imaginer l'état des lieux. Le mobilier était complètement vétuste et dégradé. Les rideaux des fenêtres étaient tachés et constellés de petits trous aux extrémités noirâtres. Probablement des brûlures de cigarettes. Même l'air ambiant empestait le tabac froid. La moquette était également tachée et complètement délavée. À l'origine, des fleurs multicolores devaient décorer celle-ci. Seul le lit avait l'air d'être potable. De toute façon, je n'allais pas emménager dans cette chambre, mais y passer la nuit. Nuit qui, je pense, allait être longue. Mes yeux étaient totalement rougis. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. De toute évidence, j'avais certainement atterri dans un hôtel de passe. J'entendis le lit de la chambre d'à côté taper contre le mur. Et évidemment, les cris féminines retentissaient sans discontinuer. Autant vous dire que c'était difficile pour moi de dormir, malgré la fatigue de mon trajet effectué la veille. Je pris une douche dans la salle de bain de la chambre, qui était dans le même état que le reste. Enfin, une demi-heure plus tard, je repris la route. Avant de démarrer, j'avais regardé sur mon portable, où je pouvais prendre un bon café et manger un morceau avant d'atteindre Chicago. J'avais faim, et c'est pas le sandwich que j'avais acheté à la station d'essence qui m'avait calé l'estomac. Par chance, il y avait un café, comme on en voit dans les films et séries américaines, qui était situé à peu près à 20 km du motel merdique. Au bout de quelques kilomètres, en pleine forêt, je vis un homme au loin. L'homme me fit signe de m'arrêter. Malgré l'hésitation, je m'exécuta. Par précaution, j'avais en ma possession une bombe lacrymogène, juste au cas où. Je m'arrêtai à sa hauteur. L'homme, qui devait être âgé d'une trentaine d'années, était habillé comme un chasseur. Veste à carreaux rouges et chaussures de marche. Mais il y avait une chose étonnante dans tout ça. Une chose qui manquait. L'homme, vêtu pour aller à la chasse, n'avait pas de fusil sur lui, mais un gros couteau dans un étui qui était accroché à sa ceinture de son jean. C'était vraiment bizarre. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément porté d'importance à ce détail. Je n'aurais jamais dû m'arrêter. Je demandai au chasseur s'il parlait français. Il me répondit que oui, dans un mélange de français et d'anglais. « Vous pouvez m'emmener ?» me demanda-t-il. « Vous allez où ?» répondis-je. À ce moment-là, il m'indiqua une ville qui n'était pas forcément sur la route. Mais après quelques secondes de discussion, dans un commun accord, je le déposerai dans la ville où je devais me rendre pour prendre mon petit-déj. De là, il trouverait certainement quelqu'un pour l'emmener à sa destination. L'homme, se faisant appeler Rick, monta sur ma Harley.
je fis vrombir le moteur de la moto avant de repartir sur la route qui traversait l'immense forêt. Mais ce que Damien ne savait pas en acceptant de prendre Rick en stop, c'est que celui-ci ne s'appelait pas réellement Rick. En effet, le véritable Rick gisait allongé dans les fourrés non loin du bas-côté de la route, les yeux vitreux, la gorge lacérée et complètement dépouillé de ses vêtements. Mais, dans ce cas, qui est l'autostoppeur que Damien a pris ?